Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie Léonard et je suis bibliothécaire de recherche. Je suis accompagnée aujourd'hui par Jolene Urtubis, qui est bibliothécaire de la réussite scolaire, et de Liane Butler, qui est notre bibliothécaire responsable de la communication savante. Alors, nous sommes très heureuses de vous rencontrer aujourd'hui et nous espérons que cette présentation vous sera utile. Avant de débuter la rencontre comme telle, juste vous indiquer que nous allons enregistrer cette présentation. Et vers la fin de la présentation, nous allons partager avec vous dans le chat un lien vers un formulaire de rétroaction. Et le voilà, d'ailleurs. Et vous pourrez y indiquer, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous désirez recevoir une copie des diapositives que nous allons utiliser aujourd'hui, ainsi que le lien pour cette présentation. Alors, on vous le représentera, ce lien, un petit peu plus tard aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour les poser au fur et à mesure et nous allons y répondre à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir le processus de soumission de votre thèse dans Recherche UO et je cède maintenant la parole à Jolene. Alors, bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Voilà. À la fin de la séance d'aujourd'hui, vous serez en mesure de comprendre les principales étapes du processus de soumission d'une thèse à recherche UO, créer un fichier de thèse qui répond aux exigences et surtout, sachez vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir de l'aide supplémentaire. La session d'aujourd'hui sera divisée en 4 sections principales où nous discuterons un aperçu du processus de thèse post-défense, comment préparer votre fichier de thèse, comment soumettre votre thèse dans Recherche UO et comment faire le suivi de cette soumission. Nous allons commencer aujourd'hui par un petit sondage rapide. N'hésitez pas à placer votre réponse dans le chat. Je vais vous donner quelques secondes pour soumettre votre réponse. Alors, quel est le pourcentage de thèses qui sont retournées aux étudiants la première fois qu'ils les soumettent à Recherche UO? Est-ce que c'est A, 30%, B, 50%, C, 70% ou D, 80%? Ce sont en effet 80% des étudiants qui voient leur thèse retournée et qui doivent apporter des modifications à leur fichier avant que leur soumission soit approuvée. Alors, commençons par un rapide aperçu du processus de thèse post-défense. Cela vous donnera une meilleure idée de ce que vous devez vous attendre au cours de ce processus. La soumission de la thèse ne commence que lorsque vous avez soutenu votre défense avec succès. Alors, félicitations pour la réussite de votre défense de thèse. Après avoir soutenu avec succès votre thèse, vous aurez 30 jours pour la soumettre. La bibliothèque examinera ensuite la soumission pour s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences. Si vous faites partie des 80% d'étudiants, vous recevrez un courriel de l'équipe de Recherche UO qui détaillera toutes les corrections nécessaires. Et puis, vous apporterez ces corrections et remplacerez ensuite le fichier de soumission par la version révisée. Cela peut se produire plus d'une fois en fonction de votre situation particulière. Et puis, une fois que vous aurez rempli toutes les conditions, la soumission sera réussie et vous recevrez un lien permanent vers votre thèse. Nous espérons aujourd'hui de rendre ce processus encore plus simple et facile pour vous. Après la session d'aujourd'hui, vous aurez une meilleure compréhension des conditions de soumission de la thèse et pourrez vous assurer que vous les remplissez avant de la soumettre. Alors, nous espérons qu'après aujourd'hui, le processus rassemblera à quelque chose comme ceci. Vous devrez toujours soumettre votre thèse dans les 30 jours suivant votre soutenance et la bibliothèque examinera votre soumission pour s'assurer que toutes les exigences sont remplies. Cependant, comme vous avez tenu compte de ces exigences, vous pourrez directement soumettre votre thèse avec succès. Les 3 points clés sur lesquels nous voulons nous concentrer aujourd'hui pour nous assurer que ce processus est aussi facile que possible pour vous sont les suivants. Comment préparer votre fichier de thèse en respectant les exigences en matière de fichier?
l'accessibilité des documents et les droits d'auteur, comment soumettre votre thèse et comment faire le suivi de l'état de votre soumission. Nous nous lancerons immédiatement dans la préparation de votre thèse. Tout d'abord, pourquoi le formatage est-il important? Il y a une variété de raisons différentes pour lesquelles ces exigences sont en place, y compris les meilleures pratiques, les politiques universitaires, etc. Mais en plus de cela, elles sont très importantes pour le programme Thèse Canada de Bibliothèque et Archives Canada. Grâce à ce programme, Bibliothèque et Archives Canada recueille et préserve les thèses des universités participantes, ce qui permet d'assurer la préservation à long terme et la possibilité de découvrir ces thèses. Ce programme saisit et collecte des thèses par le biais d'un processus automatique et pour que ce processus fonctionne correctement, il utilise les exigences de formatage et de dénomination présentées ici aujourd'hui. Donc, si ces exigences ne sont pas respectées, votre thèse ne peut pas être capturée et préservée. Vous pouvez également voir des exemples d'autres thèses de votre faculté ou de votre département en consultant la collection de thèses de recherche UO. Passons donc directement aux exigences spécifiques du fichier que vous êtes tenu de respecter. La première chose que nous allons examiner est la page titre. Votre thèse commence donc par une page titre et il existe certaines exigences concernant son apparence et son contenu. Ici, à droite, nous pouvons voir un exemple de page titre de thèse correctement formatée. Elle contient les éléments traditionnels comme le titre, nom de l'auteur, faculté, département, droit d'auteur, etc. Vous pouvez également télécharger un modèle de page titre formaté si cela vous intéresse. Il se trouve sur le site web Recherche UO que nous vous montrerons plus tard dans la session, mais j'ai mis un lien au bas de cette diapositive aussi. Deux choses que je voudrais souligner. Le nom sur la page titre doit être votre nom complet tel qu'il apparaît dans UO Campus. Alors, si vous souhaitez modifier la façon dont votre nom apparaît, vous devez contacter le registraire par InfoService. Deuxièmement, vous devez inclure une déclaration de droit d'auteur indiquant l'année de votre soumission en ligne à Recherche UO. Nous allons maintenant nous concentrer sur la pagination. La première chose que je mentionnerai est que votre fichier de thèse ne doit pas comporter de pages blanches. Nous venons donc de voir une page titre correctement formatée. Votre page titre compte comme une page, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, aucun numéro de page n'est indiqué sur la page titre. Vos numéros de page commenceront sur la deuxième page de votre document, alors le résumé, par un chiffre romain 2. Vous continuerez sur chacune des pages suivantes, les remerciements, la table des matières, etc., avec des chiffres romains consécutifs. Une fois que vous aurez atteint la première page de votre premier chapitre, vous passerez au chiffre arabe. La première page de votre premier chapitre apparaîtra comme page 1 et vous continuerez sur chacune des pages suivantes avec des numéros arabes consécutifs. Enfin, assurez-vous de mettre à jour votre table de matière afin de refléter avec précision les chiffres romains et arabes. Ensuite, le format du fichier. Alors, lorsque vous soumettez votre thèse, elle doit être présentée sous la forme d'un seul document PDF. Nous vous recommandons fortement de convertir et de soumettre votre document au format PDF-A, si possible, car cela facilitera la préservation et l'accessibilité à long terme. Vous pouvez inclure des fichiers supplémentaires pendant l'étape de téléchargement des fichiers de la procédure de soumission. Il s'agit donc de tous les fichiers supplémentaires qui soutiennent votre thèse, par exemple les ensembles de données. Ceux-ci peuvent être téléchargés dans d'autres formats. Le nom du fichier est le suivant. Il existe donc une convention spécifique de dénomination des fichiers qui doit être respectée pour votre fichier PDF. Il devrait apparaître sous la forme suivante.
le nom de famille, trait de soulignement, prénom, trait de soulignement, année, trait de soulignement et thèse.pdf. Encore une fois, le nom de votre fichier de thèse doit inclure votre nom complet tel qu'il apparaît dans UOCampus. Et donc, si vous souhaitez changer la façon dont il apparaît, vous devez contacter le registraire par le biais d'InfoService. Il y a certains caractères qui ne peuvent pas être inclus dans le nom de votre fichier. Alors, vous ne pouvez pas inclure les diacritiques, les ponctuations, les apostrophes et les symboles autres que le trait de soulignement. Si votre nom comprend l'un de ces caractères, vous devez les supprimer du nom du fichier. Ils peuvent être inclus dans votre nom sur la page titre, mais ne peuvent pas être présents dans le nom du fichier. Enfin, l'année doit être celle de votre soumission en ligne à Recherche.io. Et donc, cet exemple, nous avons Hadrill, trait de soulignement, Jeanette, trait de soulignement, Anne, trait de soulignement, 2021, trait de soulignement, thèse.pdf. Et puis, la dernière chose que je vais mentionner rapidement aujourd'hui est liée à la présence de renseignements personnels. Une fois que la soumission de votre thèse est acceptée, elle sera librement disponible en ligne par le biais de Recherche.io et du programme de Bibliothèque et Archives Canada. Et par conséquent, nous voulons nous assurer que vous ne partagez pas de renseignements personnels avec le public. Pour protéger votre vie privée et celle des autres, n'incluez aucune information personnelle dans votre fichier de thèse. Veuillez supprimer toute signature. Alors, il peut y avoir des signatures dans des formulaires, des annexes, etc. et elles doivent être supprimées. Le numéro d'étudiant, numéro de téléphone personnel, les adresses de courriel personnelles, y compris votre adresse de courriel étudiant à l'Université d'Ottawa ou celle de vos collègues étudiants, et les adresses postales. Cela ne s'applique pas aux coordonnées professionnelles des professeurs, mais uniquement aux renseignements personnels. C'est donc tout pour moi et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Nathalie qui va vous donner des conseils supplémentaires sur l'accessibilité et le droit d'auteur. Merci, Jolene. Permettez-moi de partager mon écran avec vous. Voilà, et je retourne à la présentation PowerPoint. Alors, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous parler d'accessibilité et de vous montrer comment rendre un document Word accessible. Alors, pourquoi rendre les documents accessibles? Alors, vous avez sûrement remarqué, comme moi, qu'il y a de plus en plus de documents disponibles en ligne. Ce qui veut dire qu'il est encore plus important de les rendre accessibles au plus de gens possible. Alors, pour moi, l'accessibilité, cela signifie que toutes les personnes peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec une information électronique. Alors, par exemple, il y a de nombreuses personnes souffrant d'un handicap visuel qui utilisent des lecteurs d'écran qui lisent à voix haute les informations affichées à l'écran, telles que les descriptions de texte ou d'images fournies par le biais d'un texte alternatif. Donc, on doit en tenir compte. Alors, un document Word, un document PDF accessible également, ça veut dire qu'il a été formaté de manière à ce que les technologies d'assistance puissent traduire avec précision l'information à l'utilisateur afin qu'il soit accessible à tous. Ça veut dire qu'on l'a modifié et qu'on peut le parcourir et qu'on peut l'utiliser de différentes manières par le plus grand nombre d'utilisateurs. En 2005, la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario est entrée en vigueur. Alors, cela a eu comme impact pour l'Université d'Ottawa qu'elle doit maintenant rendre tout le contenu de ses sites Web, dont Recherche.io, y compris tous les documents électroniques disponibles donc en format accessible. Alors, pour toutes ces raisons, si vous planifiez, formatez et structurez correctement votre document dès le départ, vous vous assurez que le fichier est non seulement accessible, mais qu'il peut également être converti dans une variété de formats alternatifs
par exemple en PDF ou en braille, et vous allez conserver donc toutes les caractéristiques d'accessibilité. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela implique de rendre un document accessible? Alors, il y a quelques étapes à suivre. Alors, la première étape, il faut créer ce document accessible. Alors, on va le faire en utilisant différentes caractéristiques. Alors, il y en a plusieurs. Je ne peux pas les aborder toutes aujourd'hui, mais je vais me concentrer sur celles qui sont considérées comme les meilleures pratiques. Alors, la première, c'est que vous devriez, dans votre thèse, utiliser ce que l'on appelle des titres ou des sous-titres et autres outils de formatage tels que les listes à puces. Ces caractéristiques-là vont préserver l'ordre de lecture du document afin qu'une personne qui utilise un lecteur d'écran puisse facilement naviguer dans le document. Le lecteur va ainsi se faire une idée claire de comment le document est organisé, structuré et mieux suivre l'information. Vous pouvez également utiliser des formats spécifiques ou des styles que l'on appelle pour les paragraphes. Comme ça, le lecteur d'écran, quand il fait sa lecture, va comprendre qu'il n'est pas arrivé à la fin du document, qu'il doit poursuivre et qu'il y a des lignes vides qui sont mentionnées, mais il va continuer sa lecture sans problème. Deuxième caractéristique que vous devriez considérer, c'est l'ajout de texte de remplacement pour tout contenu visuel. Alors, quand vous naviguez sur le web et que vous trouvez une image et que vous mettez le curseur de votre souris sur cette image, il y a un texte qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le texte alternatif. Alors, le fait que vous ajoutiez du texte alternatif à votre contenu visuel, ça permet à un lecteur d'écran de lire une description de vos éléments visuels. Alors, cela aide les personnes qui ne peuvent pas voir l'écran à comprendre ce qui est important dans l'image et avoir une idée de ce qui s'y trouve. Troisième caractéristique, c'est la taille de la police et l'espacement. Donc, il est recommandé dans le texte de votre thèse d'utiliser des tailles de police minimales de 12, d'éviter les polices décoratives comme Cambria, mais plutôt de favoriser Arial, Times New Roman, etc., et d'utiliser un espacement adéquat entre les paragraphes, entre les lignes, pour aligner, pour améliorer la lisibilité du texte. Alors, pensez aux personnes qui souffrant d'une mauvaise vue ou d'une vision défaillante ou d'un handicap de lecture quelconque, qui ont besoin d'un texte simple, clair et dont la police de caractère est assez grande pour être facile à lire. Sinon, cela crée de la confusion et tout le texte est mélangé pour ces personnes. Autre caractéristique, c'est l'utilisation de la couleur de manière appropriée dans votre texte. Alors, assurez-vous que votre document présente un contraste suffisant entre le texte et l'arrière-plan. Plus de personnes ainsi pourront voir et utiliser le contenu. Pensez aux personnes daltoniennes ou aux utilisateurs daltoniens, ça va les aider à distinguer le texte et les formes. Une autre caractéristique, c'est d'utiliser un vérificateur d'accessibilité au fur et à mesure que vous composez votre texte pour vous assurer que vous avez bien un document qui est accessible. Alors, c'est comme un correcteur d'orthographe. Vous l'activez et vous obtenez un rapport vous indiquant qu'il y a certaines caractéristiques d'accessibilité qui devraient être améliorées. Je vous montrerai ça dans un instant. Une dernière caractéristique que j'aimerais aborder avec vous, qui n'est pas mentionnée ici, mais qui est quand même importante, c'est l'utilisation d'hyperliens significatifs. Alors, souvent dans un texte, on écrit quelques mots et on dit, bon, si vous voulez plus d'informations, cliquez ici. Allez voir cette page. Alors, rendez-vous sur cette page, des phrases comme ceci. Alors, pour le lecteur d'écran, il va lire le texte, mais sans plus. Alors, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Alors, ce serait une meilleure idée ou plus significatif d'utiliser une phrase naturelle qui explique au lecteur, quand il aura cliqué sur le lien, à quoi il peut s'attendre comme information. Donc, c'était donc une dernière caractéristique importante à considérer. C'était l'étape numéro 1. Maintenant que vous avez incorporé des caractéristiques accessibles à votre document, il faut le convertir en PDF accessible.
Alors, nous avons ajouté ici 2 liens vous expliquant comment faire cela et dans quelques instants, je vous montrerai brièvement comment le faire. Étape 3. Alors, pour terminer l'accessibilité, vous devez vérifier que l'accessibilité de votre PDF s'est bien passée. Parce que des fois, au moment de la conversion à un format PDF, il y a certains éléments qui ne sont pas apparents ou qui ont disparu. Alors, c'est important de faire une dernière vérification. Encore une fois, nous avons mis ici des liens à 3 documents qui peuvent vous aider pour cet aspect. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler du droit d'auteur et de l'impact du droit d'auteur sur le contenu de votre thèse. Alors oui, vous êtes propriétaire des droits d'auteur de votre thèse ou de votre mémoire, mais cette propriété s'applique seulement au contenu que vous avez créé et pour lequel vous détenez toujours les droits d'auteur. Alors la situation est un petit peu plus compliquée, entre guillemets, quand vous reproduisez le contenu d'un tiers protégé par le droit d'auteur. Alors, vous devez de respecter la loi sur le droit d'auteur. Alors, si vous faites référence à un texte où il y a plusieurs auteurs, vous devez obtenir leur permission, leur autorisation et conserver ces autorisations écrites au cas où il y aurait un questionnement à ce sujet. Alors, le droit d'auteur s'applique aux images, aux photos, aux tableaux, aux graphiques, aux diagrammes, aux cartes, etc. Le droit d'auteur a aussi un impact sur votre thèse, surtout si cela inclut des articles que vous avez publiés ou qui ont été soumis pour publication, ou si votre thèse est en fait une série d'articles qui seront éventuellement publiés. Alors, n'assumez pas que vous détenez le droit d'auteur de la version finale publiée. Encore une fois, vous devez obtenir la permission écrite des co-auteurs et vous devez vérifier auprès de l'éditeur qui va publier votre article, c'est quoi les politiques sur le droit d'auteur qui poursuit, c'est quoi les conditions de la licence et probablement, en général, l'éditeur va vous permettre de publier la version finale de votre thèse, mais ce qu'on appelle en fait la version post-publication, c'est-à-dire la version définitive certifiée par les pairs, mais pas celle qui sera publiée au final. Alors, ces informations-là, vous pouvez soit le trouver sur le site web de l'éditeur en question ou vous communiquer avec eux et ils vont partager l'information avec vous. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la licence Creative Commons, CC. Alors, en tant que détenteur de droits d'auteur de votre thèse, vous pouvez, si vous le désirez, il n'y a aucune obligation, la rendre disponible en libre accès sous une licence Creative Commons. Alors, c'est un moyen simple et légal d'autoriser d'autres personnes à utiliser votre travail à condition qu'elles respectent les conditions de la licence. Alors, vous demeurez le titulaire du droit d'auteur, mais vous permettez à d'autres personnes de s'appuyer plus facilement sur vos recherches. Alors, permettez-moi de quitter ici la présentation PowerPoint et d'ouvrir ce document Word qui est en fait le début du document qu'on a vu tout à l'heure, soit la page couverture d'une thèse. Et on va aborder ensemble concrètement tous les critères ou caractéristiques d'accessibilité que je viens de mentionner. Alors, page couverture, on en a abondamment parlé, mais je veux juste attirer votre attention ici sur l'information concernant le droit d'auteur de cette thèse. Alors, le droit d'auteur se présente sous la forme d'un petit C dans un cercle et les informations. Et ici, vous avez la mention de la licence Creative Commons qui a été attribuée à cette thèse. Et en cliquant sur le lien ajouté ici, on va vous indiquer en fait de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le contenu publié dans cette thèse. Si on fait défiler l'écran, on voit que nous avons maintenant une section qui s'appelle Résumé, une section Remerciements, une section Table des matières, toujours bien importante, une liste de tableaux, une liste de figures, et finalement, on voit le début du texte grâce à la mention des mots chapitre 1. Alors, une des caractéristiques que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre texte, c'est l'attribution
d'un style que vous pouvez appliquer au titre de chapitre. Si je fais défiler l'écran, un petit peu plus loin, au titre de section dans un chapitre. Alors, c'est quand je dis style, alors je fais référence à la section ici qui se trouve en haut dans Word, section style. Alors, qu'on clique sur chacune de ces sections, ou si je clique par exemple sur le titre chapitre 2, on voit, si je fais défiler l'écran, qu'on vient de lui attribuer, je crois qu'il a disparu, mais j'y reviendrai. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les styles, c'est un groupe de caractéristiques qu'on va appliquer à une section de notre texte. Alors, quand on clique sur chapitre 2 et quand on regarde le style, on voit qu'on lui a attribué le style titre 1. Et titre 1 comprend différentes sections pour la police, pour la grandeur, pour l'espacement, etc., etc. Alors, si je clique ici sur style, je crois que vous allez voir ce dont je parle. Alors, oups, c'est disparu. Je vais vous le remettre dans un instant. Style, voilà. Alors, vous voyez, si je dis, non, il ne veut pas collaborer aujourd'hui. Ah, je crois que je vais être patient, mais si vous cliqueriez dessus, ça vous dirait, OK, pour le texte que je viens de choisir, si j'applique le titre 3, voici la grandeur. Ah, voilà, il faut juste être patient. Voici la police de caractère attribué, la grandeur, l'espacement qui va se trouver avant et après le paragraphe, etc., etc. Alors, pourquoi utiliser ces styles pour les titres de chapitres ou de sous-sections? Alors, un argument que je pourrais vous avancer, c'est que lorsque vous allez créer une table des matières automatique, la table des matières est basée sur ces titres de chapitres et de sous-sections. Donc, et le format qui a été attribué à ces chapitres ou sections sera amené aussi dans la table des matières. Et aussitôt que vous faites des changements dans le titre, cela figurera également dans la table des matières. Donc, voilà. Et deuxième argument que je pourrais avancer, pourquoi appliquer des styles au titre de chapitre ou de section? C'est que visuellement, votre œil est attiré par ces caractéristiques de formatage et ça aide à mieux comprendre l'organisation de votre texte, tout simplement. Une autre caractéristique qui a été abordée, c'est les chapitres, c'est-à-dire pas les chapitres, mais les paragraphes. Alors, pour chaque paragraphe, vous pouvez également attribuer un style. Alors, si je sélectionne celui-ci ou si je vais sous paragraphe, alors vous voyez que vous pouvez appliquer des caractéristiques à votre paragraphe. Est-ce qu'il doit avoir un espacement avant, après? Est-ce qu'il doit avoir un espacement plus grand, plus petit? C'est à vous de jouer avec les caractéristiques. Est-ce qu'il doit avoir un retrait à la gauche, à la droite, etc. Donc, toutes sortes de caractéristiques que vous pouvez appliquer à votre paragraphe. Alors, ça, c'est également disponible. Donc, juste pour terminer, au niveau de l'espacement, je mentionnais ça entre vos paragraphes, etc. C'est mieux d'utiliser la section paragraphe et y appliquer un style plutôt que de peser plusieurs fois sur la touche entrée. Le lecteur d'écran ne comprend pas bien nécessairement qu'est-ce que fait la fonction entrée. Il pense qu'il y a de l'information perdue. Alors, je vous suggère fortement d'utiliser donc ces styles pour vos paragraphes également. Autre caractéristique que j'ai mentionnée tout à l'heure, ce sont les images. Alors, permettez-moi de faire défiler l'écran. Et voici une image. Alors, pour que les lecteurs d'écran transmettent la bonne information sur cette image, alors, ou fournissent de l'information additionnelle au lecteur, vous pourriez ajouter un texte alternatif à cette image. Alors, comment on fait cela? Il suffit de peser sur le bouton droit de votre souris et de choisir la fonction ici, afficher le texte de remplacement. Et vous voyez apparaître une boîte à votre droite. Alors, c'est à vous de jouer, d'introduire une ou deux phrases courtes, simples, décrivant cette image pour que le lecteur puisse bien décrire cette image et que l'utilisateur comprenne ce qui est important dans l'image qui est devant lui.
dernier élément d'accessibilité que j'aimerais aborder avec vous, c'est, j'ai parlé de s'assurer du niveau d'accessibilité du document qui est devant nous. Alors, pour obtenir ce rapport, il faut que vous cliquiez dans le ruban ici sous la section Révision. Alors, Word parfois est un petit peu lent. Et vous cliquez ici sur Vérifier l'accessibilité. Encore une fois, sur Vérifier l'accessibilité. Et vous venez de voir apparaître ce rapport à la droite qui vous indiquerait s'il y a des difficultés, améliorations à apporter côté accessibilité. Dans notre cas ici, tout va bien. Finalement, dernière caractéristique qui a été mentionnée, c'est la conversion de votre document en version PDF accessible. Alors, comment on peut faire cela? Tout simplement en venant ici sur la section Fichier. Voilà. Vous voulez enregistrer une copie. Vous voyez ici en haut à droite le nom du fichier et qu'il va être sauvegardé sous le format Word. Alors, je vais changer cette fonction, ce choix ici, en choisissant l'option PDF et en cliquant maintenant sur le lien plus d'options. Et dans le bas de l'écran, encore une fois sur Options. Et je vais m'assurer sous la dernière section qui s'appelle Options PDF d'avoir bien sélectionné Compatible PDF A pour que le document soit sauvegardé en format PDF accessible. Alors, cela termine ma partie sur l'accessibilité, le droit d'auteur et la licence Creative Commons. Je cède maintenant la parole à Liane, qui va vous parler un peu plus en détail de la soumission de votre thèse comme telle. Liane. Merci, Nathalie. Alors, je vais partager mon écran un moment. Et voilà. OK. Une fois que vous avez préparé la thèse comme il faut, en prenant les considérations des éléments mentionnés précédemment, c'est le temps de soumettre votre thèse à Recherche UO. Mais il y a un petit processus à suivre avant de franchir cette dernière étape. Oh, voilà. Et ceci est de faire une demande de service dans UOZone. Cette demande de service est l'attestation de la version finale de la thèse. Ceci est une demande du service qui doit être approuvée par le superviseur de votre thèse ainsi que votre unité académique. Durant cette demande de service, vous pouvez aussi facultativement remplir un formulaire de demande d'embargo et l'attacher à la demande de service. Un embargo peut être mis sur une thèse pour en faire un délai de la publication publique du contenu du test pour une période de temps prédéfinie, alors de 6 mois, d'1 an, de 2 ans ou de 5 ans. Il y a aussi la possibilité en même temps de restreindre le résumé. Cette demande d'embargo doit être approuvée par le superviseur et le directeur du département. Les embargos ne peuvent pas être appliqués rétroactivement. Alors, si vous tentez de le faire, faites-le durant la demande de service, parce qu'on ne peut pas les mettre après la publication en ligne. Une fois que tu as fait cette demande de service, s'il vous plaît, attendez la confirmation par courriel que nous pouvons soumettre votre test à Recherche UO. Comme je l'ai mentionné, l'attestation version finale doit être approuvée par votre superviseur, mais aussi par votre unité académique. Alors, si votre superviseur dit qu'il a approuvé, ce n'est pas nécessairement le cas que tu peux le soumettre à Recherche UO. S'il vous plaît, attendre le courriel. Voici un exemple du courriel que tu vas recevoir de la part de l'unité académique qui dit « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de service a été approuvée et que vous pouvez maintenant la soumettre à Recherche UO.
Si vous n'attendez pas le courriel, votre test sera retourné avec un message qui dit « S'il vous plaît, attendre que vous avez l'autorisation de votre unité académique ». Une fois que vous avez reçu cette confirmation par courriel, vous pouvez accéder au site ruor.uartois.ca pour soumettre votre test. Ici, c'est juste une capture d'écran et je vais passer à Recherche UO dans un moment. Mais vous verrez qu'il y a une sorte de section de connexion et de soumission de votre test. Alors, je vais maintenant passer au site web. Un moment. Et voilà. OK. Voilà, c'est où tu vas commencer votre soumission. Si on clique ici sur le bouton « Soumettre votre test », on peut voir toutes les informations en un moment. Voilà, toutes les informations qu'on a couvertes aujourd'hui durant la session. Alors, je vais ouvrir une session ici. Et pour commencer, ça va nous prendre notre espace de travail. Alors, tout d'abord, je dois remplir avec mes identifiants UO accès. Je vais cliquer « Accéder » ici. Voilà. Alors, je vais commencer une nouvelle soumission ici. Et quand vous commencez une nouvelle soumission, vous avez l'option de choisir une collection. Par défaut, c'est la collection de tests parce que c'est l'utilisation la plus fréquente de Recherche UO. Ce n'est pas nécessaire de changer cette option-là. Cliquez donc sur « Commencer » et maintenant, tu vas décrire votre test. Alors, je vais remplir mon nom de famille et ensuite mon prénom. Après ça, le titre pour aujourd'hui, je vais écrire « test ». Et ensuite, vous pouvez aussi écrire le résumé tel qu'il apparaît dans votre test. Après ça, vous pouvez ajouter des mots-clés reliés à votre recherche. Et si vous voulez ajouter plus, vous pouvez ajouter en utilisant le bouton ici, « Ajouter » à la droite. Ensuite, vous ajouterez le nom de famille et le prénom du directeur ou directrice. Aujourd'hui, je vais remplir avec mon nom. Si vous avez plus d'un directeur ou directrice, vous pouvez ajouter avec ce bouton ici. Ensuite, tu dois choisir votre faculté du menu déroulant. Je vais choisir Art. Et la section du département. Alors, c'est un champ libre, donc je vais entrer l'école des études information. Ensuite, le cycle, pour moi, aujourd'hui, c'est maîtrise et MIS. Et finalement, tu vas assurer que la langue qui est choisie est la correcte langue, c'est français. Je vais cliquer suivante ici. Comme nous, un moment, mon chien. Comme nous l'avons mentionné précédemment, votre soumission de test doit être un seul fichier. Oh non, je suis sur embargo, je m'excuse. C'est l'écran embargo. Tu dois avoir l'approbation du directeur de test ainsi que le directeur du département. Si vous avez un embargo approuvé, vous pouvez sélectionner la date de fin de l'embargo. Alors, pour aujourd'hui, c'est 1 an et je vais choisir ça là et ensuite cliquer sur suivant. Et ici, c'est où tu dois attacher votre fichier et comme nous l'avons mentionné précédemment, votre soumission de test doit être un seul fichier PDF. Je vais cliquer là et attacher ma test. OK. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter une description ici.
Enfin, nous vous recommandons de la laisser vide car tout ce que vous placez dans cette section apparaîtra publiquement en ligne. Alors, ne l'utilisez donc pas pour dire quelque chose comme voici ma version corrigée comme demandé. N'utilisez ce champ de description que si vous avez ajouté des fichiers supplémentaires. Tu peux ajouter des autres fichiers comme par exemple si vous avez des données ou un vidéo. Et tu peux les ajouter comme fichiers supplémentaires et dans ce cas-là, tu peux utiliser la section description pour simplement faire une distinction entre la thèse et les documents supplémentaires. Après ça, je vais cliquer suivant. Dans la prochaine étape, on peut attacher nos documents supplémentaires. On suggère de suivre les mêmes règles pour comment nommer le fichier. Alors, votre nom, votre prénom et année. Mais au lieu de dire test, vous pouvez mettre par exemple données, mais sans diacritique. Pour aujourd'hui, on va juste continuer et je vais cliquer suivant. Dans la prochaine étape ici, on peut vérifier si tous nos données de soumission sont correctes. Si on trouve des erreurs, on peut retourner à la section précédemment ici et les modifier. C'est tout correct, alors je vais cliquer suivant. Juste avant de déposer, on a l'option de choisir une licence Creative Commons. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous avez la possibilité de choisir de mettre une licence Creative Commons sur votre thèse. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous de décider. Si vous choisissez de sélectionner une licence Creative Commons, vous devez sélectionner Creative Commons dans le menu déroulant. Vous pouvez ensuite sélectionner les conditions dans lesquelles vous souhaitez que d'autres personnes puissent l'utiliser. C'est ici que je peux choisir le degré de restriction ou de tolérance dans la licence. Pour l'exemple aujourd'hui, je vais choisir l'option la plus permissive qui consiste à autoriser les gens à faire un usage commercial de mon travail et de le modifier. Cela appliquera une licence CC BY à votre thèse lorsqu'elle sera publiée en ligne. Bon, voilà. Si vous souhaitez conserver tous les droits et n'avoir aucun droit de réutilisation, vous êtes libre de le faire. Prochaine étape. La prochaine étape est la dernière étape. Finalement, c'est de nous attribuer une licence non exclusive pour distribuer votre thèse dans Recherche UO et le transférer à la Bibliothèque Archives Canada. Pour ceci, simplement lis cette section-là et puis au bas de la page, tu cliqueras sur « J'accepte ». Voilà, et après accepter cette licence, votre soumission serait complète. Alors voilà le processus de soumission dans Recherche UO. Je vais maintenant aller ici. Juste un moment. Alors, après la soumission, s'il vous plaît, suivre votre soumission. S'il y a des corrections à apporter, l'équipe de Recherche UO vous contacterait par votre courriel UO3 que tu as utilisé pour soumettre votre test avec les détails de correction nécessaires. Vous pouvez effectuer ces corrections et ensuite télécharger le fichier corrigé. Si vous devez apporter les corrections à votre fichier de test, vous n'avez pas besoin de commencer une nouvelle soumission. Vous pouvez simplement vous connecter à votre espace de travail Recherche UO et naviguer jusqu'à l'écran de téléchargement des fichiers que nous avons vus. Et de cette façon, vous pouvez simplement remplir le fichier original par le fichier corrigé. Une fois que vous avez soumis un fichier qui répond à toutes les exigences de formatage, vous recevrez un courriel de Recherche UO qui dit « Nous vous félicitons d'avoir accepté votre soumission.
Alors, vous obtiendrez une URL permanente et dans 24 heures, un DOI sera attribué à votre thèse. Alors, nous avons également de nombreuses ressources à partager avec vous aujourd'hui. Les directives que j'ai mentionnées pour déposer votre thèse se trouvent sur le site Recherche.io, comme on a vu précédemment. On a aussi le site du Bureau du droit d'auteur qui donne de plus amples renseignements sur les droits d'auteur et votre thèse. Le Bureau des études supérieures et postdoctorales nous donne une guide de ressources sur la préparation de votre thèse et finalement, on a des guides et des informations pour comment créer des documents, des sites web et des vidéos accessibles qui reviennent du carrefour d'accessibilité à l'université. Nous arrivons donc à la fin et nous tenons à vous remercier pour votre présence aujourd'hui.